Donc, notre prochain invité, on a pris un petit peu de retard, je m'en excuse. Donc, notre prochain invité est président des éditions Histoire Québec. Il représente l'Outaouais sur le CA de la Fédération Histoire Québec depuis une vingtaine d'années. Il œuvre à la transmission de l'histoire et à la mise en valeur du patrimoine de l'Outaouais et coordonne aussi le prochain congrès annuel de la Fédération Histoire Québec qui aura lieu à Montebello en mai 2024. Il s'agit de sa deuxième participation comme conférencier. Accueillons M. Martin Parent. Alors, bonjour tout le monde, ça fait plaisir d'être avec vous. Tout d'abord, je veux remercier notre cher Manon Leroux qui organise l'activité pour nous. Merci encore une fois de m'accueillir, comme monsieur a mentionné. Oui, félicitations. Très beau travail, on réunit des gens très intéressants ici. Je veux aussi féliciter les conférenciers et conférencières qui m'ont précédé pour leur travail inspirant et enrichissant. Je suis toujours à l'affût d'apprendre sur notre région et c'est un grand service que vous nous rendez. Alors, bien entendu, aujourd'hui, comme vous voyez, le titre de la conférence va porter sur la rivière des Outaouais et son rôle structurant pour notre territoire. C'est certain qu'il y a tellement de choses à dire que je vais y aller réellement de manière, je dirais, générale. Et puis de sorte à avoir des faits ici et là qui ont contribué à développer le territoire sans nécessairement creuser en profondeur. Donc, j'aimerais débuter avec la mention à l'effet que la période qui va être couverte, ça va s'étendre du début du 19e siècle à aujourd'hui. Vous savez, la rivière des Outaouais, elle est reconnue par le gouvernement du Québec depuis 2017 comme lieu patrimonial à raison de sa valeur culturelle. Avant ça, en 2016, elle avait été aussi pour un tronçon s'étendant de lac Témiscamingue jusqu'à Hawkesbury, reconnu par les réseaux des rivières patrimoine du Canada. Enfin, on a maintenant une reconnaissance gouvernementale qui permet, on le souhaite, de mieux comprendre les apports de la rivière au territoire, puis aussi la préserver dans l'avenir. Aujourd'hui, nous pencherons sur des cas illustrant le développement du territoire de la rivière qui fut permis grâce à l'emploi de ses potentiels. J'aimerais débuter avec cette diapo. On voit une illustration qui s'intitule « Passer la ligne, hisser un canot sur un rapide sur la rivière des Outaouais ». On peut voir le défi que constituait le déplacement avant la construction du réseau de canaux dont on est doté aujourd'hui. Les transports, quand on devait s'aventurer dans les rapides, parfois devaient être hissés sur la rive. Et puis après ça, être porté, bien entendu, parce qu'on ne pouvait pas transporter le matériel à l'intérieur de ces embarcations-là, qui étaient très rudimentaires, puis dans des eaux très vives. Il y a eu des développements précédents, le réseau de canaux, qui constituait en des tranchées formées de roches, de grosses roches qui étaient dans le fond déplacées de la rive nord de la rivière des Outaouais. Et puis, ça permettait aux embarcations de se déplacer de façon à pouvoir transporter le matériel requis sans avoir à justement sortir du cours d'eau. Ces rapides-là qui ont été identifiés dès les premiers explorateurs sur le territoire ont été conçus déjà comme étant un défi et qui devait être relevé pour notamment le commerce et surtout la défense militaire. Donc, c'est cette dernière considération-là qui a amené à développer le réseau de canaux dont je vais vous parler. C'est suite aux invasions de 1812 que les autorités coloniales ont constaté le besoin de circuler sur un autre cours d'eau que le fleuve. On considérait qu'on était vulnérable si on avait seulement le fleuve Saint-Laurent comme voie de circulation pour se rendre au Grand Lac. Donc, on préférait pouvoir canaliser la rivière des Outaouais de sorte à
pouvoir éviter cette zone-là. C'est principalement pour ça qu'on a fait les travaux et c'est de canalisation, puis on en a bénéficié seulement en 1836. C'est-à-dire que l'ensemble du réseau, constitué de 11 écluses, ainsi que le canal de Carillon, Grenville et plus tard le chute à Blondeau, ainsi que le système de l'écluse Sainte-Anne, ont permis de pouvoir circuler de manière sécuritaire sur la rivière. En ce qui concerne l'impact sur l'environnement de ces travaux-là, dans son rapport sur le réseau de canalisation de la rivière des Outaouais, publié en 1984, Normand Lafrenière fait une étude pour le compte de Parc Canada et décrit que, somme toute, les modifications environnementales sont négligeables. Ce qui entourait le réseau de canaux, c'était des terres agricoles, bien entendu, et ce que ça a impliqué, les travaux, c'était principalement pour certains agriculteurs, empêcher l'accès au bétail à la rivière où ils s'abreuvaient. Certains ont dû reculer leurs terres, et puis à ce moment-là, ils devaient se déplacer, contourner pour accéder à la rivière, mais essentiellement, là, on n'a pas vu de conséquences majeures. On entend beaucoup parler des modifications au niveau de l'eau depuis le barrage de Carillon. Le barrage de Carillon, c'est un autre niveau d'irrigation que ça a apporté. Ici, sur la rivière, si on regarde à proximité, par exemple, où on a l'île Kettle, on va en parler plus tard, il y a un cas très intéressant à étudier là-dessus. Il y a une bonne partie de l'île qui a été inondée suite à l'érection du barrage. Et puis, ça fait en sorte qu'elle est méconnaissable par rapport à ce qu'on a pu y trouver au début du 20e siècle. Il y a un cas intéressant qu'on va étudier plus tard, bientôt. Donc, ça, c'est préalablement à l'érection des canaux. Et si on se déplace plus près de nous, ici, là, cette illustration-là, je la trouve intéressante. Situation périlleuse de radeau aux chutes de Chaudière, sur la rivière des Outaouais. Donc, on voit comment ça pouvait se passer sur la rivière au niveau de la chute avant que la glissoire soit construite en 1809 par Ruggles Wright, le fils de Philémon. C'était très hasardeux. Donc, les développements technologiques, les aménagements ont permis de faciliter les choses, de sauver des vies de travailleurs et également augmenter le débit de production de l'industrie. Parlant de la famille Wright, c'est au début du 19e siècle que Philémon Wright pose les bases de l'agriculture à Gatineau. Et accompagné de sa famille et quelques associés, procède à l'installation de sa colonie agricole sur le territoire actuel, au pied de la chute de la Chaudière. Sous l'impulsion de Wright, une série de fermes seront aménagées à proximité de la rivière, bénéficiant ainsi de l'irrigation et de l'accès à l'eau pour le bétail. Une des plus connues de ces fermes est la ferme Moore, dont la fondation remonte en 1824. Donc, à travers l'établissement des fermes, on peut apprécier l'importance de la rivière. C'était réellement du fait qu'il y avait accès à la rivière que les sites étaient choisis pour faciliter l'agriculture. L'agriculture qui est facilitée par cet accès se manifeste notamment dans l'établissement du village de Angers, qui était essentiellement agricole. Le village de Angers a servi beaucoup au transport via la rivière de denrées alimentaires pour les chantiers forestiers. L'emploi de la rivière à des fins de navigation maintenant. Là, quand on parle de navigation, on parle de navigation plutôt récréative. Le transport de marchandises a été aussi très grandement facilité par les bateaux à vapeur, comme vous en voyez un exemple ici. Mais ce qui a vraiment été une révolution avec ces bateaux-là, c'est qu'on a pu déplacer des personnes.
Donc, un exemple intéressant, ici, on voit la résidence de Papineau, c'est-à-dire le manoir, au sommet du Cap Bon-Secours, à Montebello. Cette illustration-là date de 1854. On peut apprécier le vapeur avec une grande roue à aube. Le vapeur était propulsé par des machines à vapeur et la grande roue, elle, permettait de l'orienter sur la rivière. Ensuite, ici, on voit le vapeur Sovereign sur la rivière qui est accosté à Carillon. Il se déplaçait d'Ottawa à Montréal. C'était dans le fond des excursions touristiques qui étaient organisées. Ça a permis vraiment aux gens de se déplacer beaucoup plus facilement. Maintenant, un cas de l'île Kettle dont je vous parlais, c'est très intéressant. J'ai trouvé ça fascinant quand je suis tombé là-dessus. Aujourd'hui, sur l'île Kettle, on sait que c'est une réserve naturelle, hein, essentiellement. Mais vous savez qu'il y a déjà eu, au début du 20e siècle, des installations importantes dessus qui accueillaient du tourisme. Donc, on peut voir le bateau à vapeur, d'ailleurs, qui était utilisé pour se rendre. Il y avait des navettes qui partaient aux 30 minutes de Rockcliffe pour se rendre sur l'île Kettle, qui, à ce moment-là, avait été rebaptisée la Belle Île. On voit ici, j'ai trouvé une annonce dans le Ottawa Citizen datant de juin 1912. On indique ce qu'il y a sur l'île. On peut voir là, à droite, c'est une salle de théâtre, dans le fond, où on projetait des films muets. Puis à gauche, il y avait un hôtel. On voit la photo de l'hôtel. L'île, cette île-là aussi, ce qu'il y avait dessus, il y avait des spectacles de chant, de danse. Il y avait également même un terrain de baseball puis une arène de boxe pour accueillir des gens. On pouvait accueillir jusqu'à 100 spectateurs à la fois sur l'île pour de telles prestations. L'île avait été l'objet aussi d'une demande par Philemon Wright en 1802 auprès des autorités du Bas-Canada pour développer la culture du chanvre. On se situe dans le contexte où les navires avaient besoin de cordage pour la fonction militaire britannique et donc ça lui avait été refusé. Une des complications qu'on avait identifiées à ce moment-là, c'est que les îles sur la rivière étaient toujours contrôlées par les Premières Nations algonquines. Et il y avait des loyers qui étaient demandés pour les gens qui s'établissaient sur la rivière. Donc, on a considéré que c'était trop complexe à ce moment-là d'accorder à M. Wright la possession de l'île. Ici, on voit les chutes de la Chaudière avec le pont et le barrage. La première centrale hydroélectrique du Canada a vu le jour aux chutes en 1881. En 1882, les édifices du Parlement étaient déjà éclairés à l'électricité, ce qui précède d'1 an le Capitole des États-Unis. De plus, en 1885, Ottawa est devenue la première ville au monde dont toutes les rues étaient éclairées à l'électricité. Concurremment, il y a un développement d'un service de tramway qui devient effectif en 1891 et qui traverse le pont de la Chaudière à partir de la base ville d'Ottawa pour accéder à Hull. On voit justement une photo là, du tramway là, à Ottawa à ce moment-là. Donc, tout ça est permis grâce au développement du pouvoir électrique aux chutes de la Chaudière. Ici, on peut voir en arrière-plan le pont Alexandra. Donc, le pont Alexandra a été terminé en 1901. Ce qu'on peut conclure de ça, en voyant le radeau de la compagnie G.R. Booth, c'est que ça pourrait être possiblement le dernier radeau de Booth qui a voyagé à Québec en 1908, étant donné que ça se rapproche du tournant du 20e siècle.
J'aimerais vous parler du cas très intéressant du village industriel, l'ancêtre dans le fond de la ville de Gatineau, le secteur de la ville de Gatineau. C'était le village qui a été établi pour initialement construire l'usine de Canadian International Papers, Templeton. Avant l'établissement de l'usine, c'était essentiellement des terres agricoles. La municipalité a accordé les terres en échange d'une promesse de construire l'usine. L'usine en elle-même, était dépendante de la rivière. Parce que l'usine de pâte et papier était... vous savez que ça prend de l'eau pour activer les mécanismes à l'intérieur, donc il est épuisé de la rivière. Ce qui est intéressant aussi de ce phénomène-là, c'est que le village qui s'est développé est devenu après ça la ville de Gatineau et a permis l'usine a constitué dans le fond la source d'alimentation d'eau de la ville initiale quand on a décidé de faire le réseau d'aqueduc, et également le service d'incendie été alimenté par les installations. Aujourd'hui, vous savez qu'il y a le quartier du Moulin, site patrimonial reconnu par la ville de Gatineau, cité, qui est constitué de maisons de dirigeants de l'ancienne usine. Ces maisons appartenues au Canadian International Papers jusqu'en 1970. Maintenant, sont propriété de privés. Alors, aujourd'hui, bien entendu, la rivière nous donne accès à encore des services importants. L'alimentation en eau de la ville pour Gatineau, Elmer, Hall, c'est la rivière. C'est la Lièvre pour le secteur Masson-Angers, Masson-Angers et Buckingham. Maintenant, ce qu'il faut considérer avec le développement des usines de pâte et papier, c'est qu'en Outaouais, on a un taux de phosphore important qui est rejeté dans la rivière. C'est principalement les usines, puis ensuite, c'est les rejets du système de filtration de la ville. Mais c'est quand même considérable. Ce qu'on voit aussi avec l'importance de l'industrie agricole, c'est qu'il peut toujours, en raison des rejets dans la rivière, se former des algues. Ces algues-là, quand ils sont à la surface, ils peuvent bloquer les rayons du soleil qui pénètrent la rivière, et puisque ça cause une dégradation des sources de nutriments pour les animaux et les poissons. Donc, c'est quand même des considérations environnementales qu'on a ici qui sont reconnues importantes sur notre territoire. La rivière, aujourd'hui, nous sert toujours bien. Elle est une source de récréativité importante. On voit là, sur l'image le site récréatif du Château Montebello. Et puis, vous savez, si on regarde d'en haut d'ailleurs, l'île qui est là, c'est ce qu'on appelle l'île à Roussin. Donc, l'île à Roussin, c'est le lieu où il y a eu, en fait, ça nous a été mentionné par mon collègue Jean-Guy Paquin lors des dernières rencontres du patrimoine, qui a eu le premier établissement ici dans la région des années 1730. Il y avait une concession à des marchands de Montréal pour accéder à la Grande Presqu'île et l'île à Roussin. Donc, il y a un poste de traite après ça qui a été établi là, à la Presqu'île dans ce mouvement-là. Alors, ça précède, on parle souvent ici là, de l'établissement de la colonie agricole de M. Wright, mais ça précède ce mouvement-là. Donc, moi, je présente cette image-là parce que, comme ça a été mentionné aussi, moi, j'organise avec des collègues de la Fédération Histoire Québec pour le 58e congrès annuel qui va avoir lieu au Château Montebello dans, écoutez, là, un peu plus d'un mois, du 16 au 18 mai. Et donc, on a un très beau programme. D'ailleurs, on va avoir concernant la rivière, mon collègue qui est juste là, c'est Michel Prévost, qui va faire une visite guidée. Il va longer la rive de la rivière pour continuer à apprendre de lui. Puis moi aussi, d'ailleurs. Alors, vous êtes invités. S'il y a des questions là, concernant le congrès aussi, là, je vais être ici là, pour vous répondre. Alors, je vous remercie beaucoup de votre attention. Puis si vous avez des questions, ça me ferait grandement plaisir de vous entendre.